Bonjour et bienvenue dans ce cours d'introduction à l'animation physique, cours qui fait partie de l'UE MIF 37 Animation en synthèse d'image. Dans ce cours, on va présenter les principes de base de l'animation physique et ensuite, dans d'autres cours, on s'intéressera à des aspects un peu plus particuliers de l'animation. Les problématiques principales lorsqu'on veut faire de l'animation basée physique, c'est qu'on se place dans un environnement virtuel où des lois de la physique vont être implémentées. Donc lorsqu'on regarde les choses de manière ce qu'on appelle cinématique, c'est-à-dire qu'on s'intéresse uniquement à la description du mouvement de manière directe, on va regarder les positions, les vitesses et les accélérations des objets qu'on a dans notre environnement virtuel. Et lorsque on fait de l'animation physique, eh bien, le mouvement n'est plus décrit de manière directe en changeant les positions, les vitesses ou les accélérations, mais le mouvement va être produit par l'application de forces physiques, des forces et des moments. Et pour être capable de générer le mouvement à partir de l'application de ces forces, on va avoir besoin de décrire nos objets un peu plus précisément, et on va avoir besoin de leur donner des masses, des inerties, des primitives de collision, etc. Donc on verra un tout petit peu plus de détails tout à l'heure. Donc dans un environnement basé physique, les objets peuvent aussi interagir entre eux ou avec l'environnement à travers des forces. Donc ça veut dire que du coup, on n'a pas besoin de précalculer quoi que ce soit ou de scripter quoi que ce soit dans notre environnement virtuel. Tout va être naturellement décrit par les lois de la physique. Et évidemment, si on veut qu'elles respectent certaines lois, il faut intégrer, donc modéliser et implémenter les lois de la physique que l'on veut que notre environnement respecte pour qu'il puisse être respecté. Et donc ça ne va évidemment pas respecter des lois qui n'ont pas été implémentées. Mais ça le fait du coup naturellement, très naturellement, si on décrit les lois. Donc en décrivant uniquement les lois de la physique et en appliquant des forces, on est capable de générer du mouvement de manière automatique sans avoir besoin de précalculer ou de scripter les mouvements qu'on veut avoir au final. Par contre, ça demande évidemment d'être capable, d'implémenter les lois de la physique qu'on veut avoir, et deux, d'être capable de trouver les forces qui vont nous permettre de faire un mouvement qu'on a envie d'avoir. Donc ce genre d'approche peut être utilisé assez facilement, en particulier dans des applications interactives et temps réel, puisque ça permet de générer de manière assez rapide et complètement automatique du mouvement à partir de forces, et en particulier dans des environnements où les choses qui vont arriver sont imprédictibles. Donc typiquement on peut imaginer les jeux vidéo, où c'est les actions du joueur qui ne peuvent ne pas être prédites à l'avance, qui dépendent de ce que le joueur fait à chaque instant. Donc du coup, ça, ce sont des choses qui sont très difficilement précalculables et scriptables, puisque ça dépend de ce que l'utilisateur fait à un moment donné. Et bien si on implémente plutôt nos mouvements, notre génération de mouvements, avec un moteur physique, et bien à ce moment-là, on va pouvoir générer le mouvement à partir de ces événements imprédictibles, tant qu'ils rentrent dans le cadre des lois de la physique qu'on a implémentées. Donc du coup, on retrouve ces animations physiques dans pas mal d'applications pour simuler ce qu'on appelle des corps rigides. Donc ce sont des objets rigides. Donc mécaniquement, donc on va dire de manière calculatoire, et on le verra plus tard rapidement, ce seront considérés comme des points avec des masses. Ils peuvent possiblement être connectés entre eux. Donc c'est typiquement ce qu'on peut voir dans des jeux, voilà, jeux mobiles, des jeux 2D, des petits jeux 2D mobiles, où chacun des petites pièces, petits éléments est un corps rigide et animé avec les lois de la physique. On peut aussi trouver de l'animation physique lorsqu'on fait de la simulation de corps déformables. Donc cette fois-ci, ce n'est plus des corps rigides. On a un corps qui peut se déformer. Donc ça utilise d'autres principes de l'animation basée physique, où on va déformer nos corps dans un continuum. Et on a également évidemment la possibilité d'avoir des interactions entre corps, que ce soit entre corps déformables et corps rigides, ou entre corps déformables entre eux. Et on a également quelque chose qui est un tout petit peu différent, mais qui revient finalement à avoir un ensemble de corps rigides, qui sont les corps cassables, donc qui agissent comme des corps rigides initialement, jusqu'à ce qu'un événement vienne changer ce qu'on appelle la topologie, donc leur forme, et comment sont associés les éléments entre eux, et les casser, et typiquement produire du coup plusieurs corps rigides, alors qu'il n'y en avait que un initialement.
Donc ça se trouve, donc ce genre d'application repose très fortement sur l'animation basée physique, puisque effectivement on a envie que le mouvement soit généré par les lois de la physique, et on n'a pas envie de scripter entièrement. Dans le cas de nos assiettes là, qui se cassent en bas, on n'a pas envie d'essayer d'avoir un mouvement qui est décrit de manière cinématique, donc où il faudrait calculer la position et l'orientation de chacun des petits bouts de l'assiette qui se casse, à partir voilà, uniquement de cette donnée-là. Donc on sait que une assiette se casse, on connaît la manière dont elle se casse de manière physique, donc c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus facile de générer un mouvement lorsqu'on va juste décrire les propriétés mécaniques de l'assiette, et d'avoir un simulateur qui permet de générer le mouvement à partir de ces données physiques. Alors en prérequis pour cette UE, on va avoir besoin de quelques bases de maths en particulier, puisque finalement on fait de la simulation et on se base sur pas mal de choses qui sont du ressort des mathématiques. Des choses assez simples que vous avez déjà vues, hein, juste la notion de point, que ce soit en 2D ou en 3D, dépendamment de l'environnement qu'on a envie de simuler. La notion de vecteur, donc la longueur, la magnitude d'un vecteur, être capable de normaliser un vecteur, additionner des vecteurs entre eux, les soustraire, faire une multiplication avec un scalaire, prendre la transposée du vecteur, le produit vectoriel, le produit scalaire, etc. Donc ça, ce sont des choses que vous devez connaître, que vous avez déjà vues. Même chose sur les matrices, donc être capable d'additionner, soustraire, multiplier des matrices, prendre leur transposée, etc., etc. Donc on n'aura pas forcément besoin de toutes les opérations ici dans cette UE-là, mais de manière générale, ce sont des objets mathématiques qui sont fortement utilisés lorsqu'on fait de l'animation, et en particulier quand c'est basé physique. Également les fonctions, les dérivées, les intégrales, puisqu'on va voir qu'on en a besoin dans notre animation physique de faire des choses là-dessus. Donc j'y reviens juste tout à l'heure. Et puis un tout petit peu de physique quand même, parce que bon, on fait de l'animation physique. Donc juste la notion, alors c'est lié effectivement, finalement aux fonctions et aux dérivées, mais le principe des positions, des vitesses et des accélérations, donc que ce soit linéaire ou angulaire, et voilà les unités standards de mesure. Et puis pour le reste des concepts de physique, on va en parler juste maintenant. On va refaire des petits rappels maintenant. Alors, avant de commencer sur la partie vraiment physique, petit rappel, parce que finalement on se base beaucoup sur la cinématique pour faire de l'animation basée physique également. Donc quelques petits rappels sur la cinématique, donc en fait comment est-ce qu'on manipule les positions, les vitesses et les accélérations donc, dans un système d'animation. La définition de ce que c'est que la cinématique, donc c'est ce qui permet de déterminer la position d'un objet, qu'on va appeler P ici, et T c'est l'instant, c'est le temps. Donc P de T, c'est la position d'un objet à chaque instant T de la simulation. Si on suppose que la vitesse de l'objet est constante lors de l'animation, et donc on va noter cette vitesse constante V tout court, alors du coup, on est capable de calculer la position de l'objet à n'importe quel instant de la simulation, puisque on sait que la dérivée donc, du coup, de la position va nous donner la vitesse. Donc du coup, on sait que la position à un instant t plus delta t, donc à l'instant t rajouté d'un tout petit peu d'un petit pas de temps. Donc c'est ce qui est le delta t ici, qui est en général assez petit par rapport à t. Ce sera la position à l'instant t, donc la position précédente de l'objet, à laquelle on ajoute le déplacement qui a été réalisé pendant le temps delta t, et ça c'est donné juste par la multiplication de la vitesse v avec le temps qui s'est écoulé. Donc là c'est juste la formule très, très simple de la position par rapport à la vitesse et le temps. Et donc du coup, ça nous donne le décalage qui a été fait pendant le temps, et ça c'est la position précédente, et donc du coup, la somme des deux va juste simplement nous donner la nouvelle position après le temps delta t. Ça peut être réécrit aussi de cette forme-là, donc on est capable de calculer la différence de position entre deux pas de temps, qu'on va du coup appeler delta p, cette fois-ci, comme étant la différence entre les deux positions aux deux pas de temps, donc le pas de temps t plus delta t et le temps t. Et ça, ce sera égal à la multiplication entre notre vitesse constante v et le temps qui s'est écoulé entre les deux pas de temps. Là, en général, la première forme est un peu plus utilisée, donc on verra tout à l'heure pourquoi. Donc finalement, si on connaît la position initiale de notre objet,
Donc on connaît la position P à l'instant t égale 0. On note ici grand P. Alors du coup, en utilisant cette formule-là, on sait que la position de l'objet à n'importe quel moment t, instant t de la simulation, plus grand que 0, va être égale à la position initiale plus la vitesse constante, hein, encore une fois, on suppose une vitesse constante pendant toute la durée de l'animation, multipliée par t, donc le temps. Et donc ça nous donne finalement la position de l'objet à chaque instant, et donc ça nous permet du coup de récupérer cette position et d'être capable de l'afficher à notre écran, donc à travers un autre moteur qui va du coup calculer, voilà, faire l'affichage à partir de positions. D'accord? Donc finalement, si on connaît la position initiale de notre objet et la vitesse, si elle est constante, eh ben, on va être capable de calculer la position de notre objet à chaque instant de notre simulation, et donc on va être capable de l'afficher ou de l'enregistrer dans un fichier ou n'importe quoi. Enfin voilà, on est capable de retrouver cette position. Ce qu'on veut au final, hein, nous, c'est au final, que ce soit en basé cinématique ou physique, ce qu'on veut, c'est la position de tous nos objets à chaque pas de temps. C'est ce qui nous permet de faire notre simulation. Par contre, évidemment, en pratique, il y a assez peu de chances que la vitesse de l'objet soit constante au cours du temps. Donc, il y a très peu d'applications pour lesquelles ça arrive, ça. Donc en fait, la vitesse v, elle va changer au cours du temps. Donc du coup, ça n'est plus une constante, c'est une fonction du temps. Donc on va appeler ça encore v, mais du coup, ce sera v de t. Donc la vitesse va dépendre de l'instant qui est regardé. Donc du coup, en fait, la position de notre objet P au cours du temps elle va dépendre de la position initiale de l'objet, mais au lieu d'être juste sommé avec le produit entre V et T, bah maintenant il va falloir regarder quelles sont toutes les valeurs de V possibles dans toute la durée de la simulation, qu'on appelle ici grand T. Donc c'est pour ça que c'est la position à la fin de la simulation ici. Va juste être obtenue en faisant la somme de P avec l'intégrale du coup de toutes les vitesses V de T entre 0 et puis le temps qu'on a envie de simuler. D'accord? Donc ça n'est plus juste une constante V, c'est maintenant juste la somme de toutes les valeurs successives que V va prendre. Donc du coup la position cette fois-ci est calculée en fonction de la vitesse, et en particulier aussi du changement de vitesse de l'objet au cours du temps. Il existe exactement le même principe pour la relation entre la vitesse et l'accélération. Donc voilà, la relation entre position et vitesse est assez identique à la relation vitesse-accélération. C'est juste la dérivée supérieure, du coup, d'ordre supérieur. Donc du coup, les propriétés s'appliquent de la même manière à l'accélération. Donc si on a une accélération constante pendant toute la simulation, on est capable de calculer la différence de vitesse entre chaque pas de temps, qui est juste la valeur de l'accélération constante multipliée par le temps qui s'est écoulé. Et puis sinon, ce qui encore une fois est 99% du temps le cas, donc on n'a pas une accélération constante au cours du temps de notre simulation. Alors du coup, on va être obligé de calculer notre vitesse v en fonction de la valeur de a, la valeur que prend a au cours du temps. Alors, donc c'est très bien, donc là ça nous décrit un peu comment fonctionnent les accélérations, les vitesses et les positions. Et ça nous dit du coup que si c'est pas constant, ce qui est souvent le cas, on va être obligé de faire des intégrales. Alors c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de calculer cette intégrale-là lorsqu'on fait de la simulation, voilà, la vraie simulation de l'animation en basée physique. Alors en fait, on peut utiliser des approximations de cette intégrale, et on se dit que si finalement on recalcule la vitesse et la position à chaque pas de temps, et que ce pas de temps delta t est assez petit, d'accord? Donc typiquement c'est l'itération, vraiment de manière informatique, hein, c'est l'itération dans notre boucle principale de notre simulateur, ou notre jeu si on est en train de faire un jeu. Alors à ce moment-là, on pourrait très bien imaginer que si ce δt est très petit, et c'est en général le cas dans la plupart des simulations, parce que ça se compte typiquement en millisecondes, ces boucles d'itération de moteurs de jeu ou de moteurs physiques. Donc on peut quand même peut-être supposer que la vitesse et l'accélération sont constantes pendant ce petit laps de temps. Donc elles peuvent changer entre deux laps de temps, mais pendant le laps de temps, on peut imaginer que pendant ces 10 millisecondes, que la vitesse et l'accélération ont été constantes pendant ces 10 millisecondes. Par contre, elles peuvent changer après 10 millisecondes.
Donc du coup, si on fait cette supposition, eh ben, on n'a plus besoin de faire les intégrales. On a juste besoin, de manière itérative, et ça tombe bien, parce que de toute façon la boucle principale du jeu fait ça, d'appliquer les formules qu'on a vues précédemment, qui disaient que on est capable de calculer la position d'un objet après un temps delta t à partir de l'ancienne position, plus la vitesse multipliée par le temps qui s'est écoulé. Et si on suppose que le v de t ici a été constant pendant toute la durée delta t, eh ben on peut directement utiliser cette formule-là et on n'a plus besoin de faire d'intégrale. Et puis la même chose pour la vitesse. Du coup, pour calculer la vitesse au pas de temps t plus delta t, on prend la vitesse au pas de temps précédent et on additionne avec la valeur de l'accélération au pas de temps précédent multipliée par le temps qui s'est écoulé entre les deux. Et donc du coup, grâce à ces deux formules qui sont beaucoup plus simples, qu'on fait de manière itérative très souvent, donc à quelques millisecondes d'écart, et du coup, on va être capable d'avoir une bonne approximation de nos intégrales qu'on avait de manière un peu plus officielle, un peu plus précise. Donc voilà, en gros, les 10 millisecondes d'où elles viennent, c'est si on suppose de manière très générale qu'on a notre jeu, notre simulation qui tourne à ce qu'on appelle 100 fps, ce qui veut dire en fait 100 Hz, ça veut dire que notre delta t, le temps qui s'est écoulé entre deux recalculs de notre position et de notre vitesse, c'est 1 sur 100, c'est-à-dire 0,01 seconde, c'est-à-dire 10 millisecondes. Voilà, donc c'est pour donner un ordre de grandeur, mais évidemment dépendamment de la machine sur laquelle on l'exécute et les choses qu'on a envie de simuler, et le temps que ça nous prend typiquement à faire aussi le rendu, parce qu'en général on fait du rendu entre temps, évidemment ça peut quand même changer du tout au tout cette valeur-là. Mais ça peut être l'ordre de grandeur quand même. Et donc si on fait une supposition que c'est constant pendant ce delta, pendant ces quelques millisecondes, on aura une bonne approximation de notre intégrale. Voilà, donc ça c'est juste pour un petit rappel sur le principe de la cinématique, c'est-à-dire la relation en gros entre position, vitesse et accélération. Et donc on va maintenant passer sur les systèmes qui sont basés sur la physique et comment ça utilise aussi évidemment ces relations-là. Alors dans un système basé physique, cette fois-ci on ne va pas directement calculer les positions directement à partir des forces et ou des accélérations, mais en fait le mouvement va être produit par l'application de ce qu'on appelle des forces. Donc c'est ce qui va causer le mouvement, et donc c'est pas le changement de vitesse ou d'accélération ou même le fait de directement changer les positions qui va créer le mouvement, mais c'est l'application de forces sur les objets. La somme des forces qui vont agir sur un objet va déterminer son mouvement, parce qu'on va voir tout à l'heure, il y a une relation entre les forces et les accélérations. On va utiliser la notation grand F sans flèche dans la suite, alors que parfois il faudrait mettre une flèche pour indiquer que c'est un vecteur, mais le contexte et la formule va nous indiquer de manière assez claire si on utilise un scalaire ou un vecteur. Je crois que normalement il ne devrait pas y avoir d'ambiguïté. Donc parfois il devrait y avoir une flèche, mais il n'y en aura sans doute pas dans certaines formules. Alors, comment est-ce que tout ça fonctionne? Ça fait très longtemps qu'on le sait, comment ça fonctionne tout ça. Ces forces, voilà, la relation entre les forces et les accélérations, et puis les vitesses et les positions. Et ça date de très longtemps, donc XVIIe siècle, Isaac Newton est l'un des premiers à avoir réfléchi à ça et un petit peu décrit comment se déroulait le mouvement, en tout cas sur Terre. Et donc il a écrit 3 lois très simples qu'on va passer en revue, qui décrivent comment les mouvements sont régis sur Terre. La première loi du mouvement de Newton, du coup, va décrire ce qui se passe lorsque la force nette, c'est-à-dire la somme des forces qui est appliquée sur un objet, vaut 0, donc est nulle. C'est-à-dire que toutes les forces individuelles entre elles qui sont appliquées sur l'objet vont s'annuler. Et ça, ce que ça va vouloir dire, c'est que du coup, il n'y aura pas de changement dans le mouvement de l'objet. Alors attention, pas de changement, ça ne veut pas dire pas de mouvement. C'est pas de changement dans le mouvement, c'est-à-dire que le mouvement reste le même, pas qu'il n'y a pas de mouvement. Donc ça veut dire que tant que la force nette nulle est appliquée, ça veut dire qu'un objet qui était au repos, donc qui ne bougeait pas, va rester au repos. Et ça veut du coup aussi dire que s'il y avait un objet qui se déplaçait, cet objet va continuer à se déplacer à la même vitesse et dans la même direction. Donc quand la somme des forces vaut 0, alors il n'y a pas de changement dans le mouvement. Tout s'annule en gros et on conserve l'état. Donc ça c'est la première loi du mouvement de Newton. La deuxième loi, elle va faire cette relation entre les forces qui sont appliquées et le mouvement qui est créé. Et donc la seconde loi du mouvement de Newton décrit comment un objet se déplace lorsque cette force nette n'est pas nulle.
Donc la force nette va être tout simplement égale, donc la somme des forces qui sont appliquées sur l'objet, va être égale à la masse de l'objet multipliée par son accélération. Donc l'accélération comme on l'a vu tout à l'heure, hein, d'accord? Donc du coup, on a bien ici une relation entre une force et du mouvement, puisqu'on est capable de lier l'accélération à la vitesse et à la position, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc du coup, si on applique une force, on va effectivement être capable de calculer une accélération, puisqu'on va aussi connaître la masse de l'objet. C'est pour ça que dans ce que je vous ai listé au tout début, comme étant une des données qui sont indispensables pour pouvoir faire de la simulation physique par rapport à de la simulation cinématique, c'est la masse de l'objet, puisque ici on en a besoin. Lorsqu'on va connaître la force, on connaîtra la masse et donc on pourra connaître l'accélération. Et c'est ça qui va nous générer le mouvement. Par rapport à cette formule-là, du coup, ce qu'on voit du coup et qui est très intuitif, c'est que plus la force appliquée est grande, donc en gros plus on appuie, plus on applique de force sur notre objet, bah, plus l'objet va accélérer. Parce que si la masse est constante, évidemment, si la masse ne diminue pas avec le temps, il n'y a pas vraiment de raison que ça diminue dans la plupart des cas d'application qu'on peut imaginer. Donc à masse constante, plus on applique de force, plus l'objet accélère. D'accord? Donc plus il va aller vite, forcément, du coup. Euh, Également, si on imagine qu'on a une force, une quantité de force unique, identique, alors on s'aperçoit que les objets légers, donc avec des masses plus petites, vont accélérer plus que les objets qui sont lourds. D'accord? Donc si effectivement on a une force nette constante et qu'on regarde l'accélération, et ben, l'accélération ça va être, on le voit directement avec la formule, hein, l'accélération ça va évidemment être la force divisée par la masse. D'accord? Donc du coup, plus l'objet est léger, moins on va diviser la force pour produire une certaine accélération. Donc c'est ça effectivement qui nous dit que les objets légers vont accélérer plus que les objets lourds lorsqu'on va leur appliquer une force. Ce qui paraît aussi assez bien intuitif par rapport à ce qui se passe dans le monde réel. Cette seconde loi du mouvement est aussi appelée principe fondamental de la dynamique. Donc vous pourrez rencontrer ce terme-là plus tard dans le cours. Et il y a une troisième loi, donc la troisième loi de Newton, qui décrit la relation entre les forces elles-mêmes. D'accord? Donc qui nous dit que pour toute force, il existe une force égale et opposée. Ou bien, lorsque deux objets rentrent en contact, ces deux objets exercent entre eux des forces égales et opposées. C'est ce qu'on appelle un peu plus communément le principe d'action-réaction. D'accord, quand on applique une force, il y en a une qui est forcément qui s'applique de manière opposée. D'accord. Ok, donc ça, ce sont les trois lois de Newton qui existent du coup depuis très 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 longtemps et qui sont encore la base de tous les moteurs physiques de tous les jeux du monde. Donc ça a été une avancée très importante et qui est vraiment la base de tout, et qui est toujours la base de tout. Des petits exemples de forces qu'on peut trouver dans la nature et donc du coup dans des systèmes d'animation physique. Le premier, le plus intuitif, celui qui est en général en permanence implémenté dans n'importe quel simulateur, c'est la force gravitationnelle. Donc du coup, pour calculer la force gravitationnelle, on se base encore sur une autre loi de Newton, qui s'appelle la loi de gravitation de Newton, encore une autre, qui explique quelle est cette force gravitationnelle qui existe entre deux objets, A et B, de masse MA et MB. Il existe toujours dans le monde, sur n'importe quel objet du monde, une force gravitationnelle qui existe entre ces deux objets. D'accord? Donc cette force gravitationnelle, elle est proportionnelle au produit des masses de MA et MB. Donc ça veut dire que dès qu'un objet est massif, il va y avoir une plus grosse attraction. C'est une force attractive entre les objets, la gravitation. Donc les deux objets vont être attirés entre eux. Plus les masses sont grandes, plus les objets vont être attirés. Et est inversement proportionnel au carré de la distance entre les objets. Donc ça veut dire que du coup, plus les objets sont proches, plus ils vont être attirés, et plus ils sont loin, et moins ils seront attirés entre eux. Et troisième aspect, c'est que cette force-là va agir le long de la ligne qui connecte les deux objets. Donc ça travaille en ligne droite, en fait, ces choses-là. C'est ça veut dire. D'accord. Alors, donc la formule, elle est la suivante. La force de gravitation
donc qu'on appelle ici FG. On va l'appliquer sur nos deux objets A et B, et on va dire que la force de gravitation de l'objet A sur l'objet B, qui va être l'opposé de la force de gravitation de l'objet B sur l'objet A, donc ça c'est la troisième loi de Newton qui nous le dit, c'est qu'il existe toujours une force opposée, alors identique en magnitude mais opposée en direction. Donc la force de A sur B va être le produit des masses des deux objets, MA, MB, divisé par la distance entre les deux objets au carré, donc c'est ce qu'on a vu au-dessus, multiplié par une certaine constante, dont la valeur est donnée juste en dessous, dans la direction de l'objet de la ligne AB. Donc c'est un vecteur unitaire ici entre A et B. Donc G, la constante de gravitation, ça vaut cette valeur-là, cette chose-là, d'accord? Et R, c'est bien la distance entre nos deux objets, et donc qui est mise au carré dans notre formule. D'accord? Donc ça, c'est la force de gravitation qu'il existe entre n'importe quels deux objets dans le monde. Évidemment, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas forcément voilà, l'attraction entre deux corps très très éloignés dans l'univers. Nous, ce qui nous intéresse en général dans la plupart de nos applications, c'est de regarder, on se place dans un référentiel terrestre et on a envie de simuler des choses qui sont sur Terre. Donc du coup, on va utiliser cette formule-là pour calculer quelle est la force de gravitation sur la Terre, donc à la surface de la Terre, c'est ça que ça veut dire. Donc du coup, on appelle ça la force gravitationnelle sur Terre. Donc on applique la loi de gravitation sur un objet de masse m à la surface de la Terre. Et donc du coup, on sait que la force, donc ici on ne considère ici évidemment que la force de gravitation pour calculer la force gravitationnelle. Donc ici on imagine que la seule force qui est appliquée sur notre objet est la force de gravitation. Ça nous donnera donc la masse de l'objet multipliée par son accélération. Donc accélération due à la gravitation, uniquement due à ça. Donc on a bien ici la relation, l'accélération due à la gravitation sera multipliée par la masse de l'objet, sera égale à la force de gravitation. La force de gravitation, on la connaît, elle est donnée par la formule qu'on vient de voir, c'est la constante G, multipliée par la masse de l'objet multipliée par la masse de la Terre, divisée par la distance entre le centre de la Terre et le centre de l'objet. Alors, j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire que la distance pour la plupart des applications qu'on a, la taille de la Terre, donc la distance entre le centre de la Terre et le centre de l'objet, peut être approximée, assez fortement quand même, par juste le rayon de la Terre. Donc, on imagine un objet qui est à la surface de la Terre, et ben on prend le rayon de la Terre, et puis c'est pas les quelques centimètres ou mètres, ou dizaines de mètres peut-être, de la taille de notre objet qui va rentrer en concurrence avec le rayon de la Terre. Donc du coup, on peut assez facilement approximer la distance ici entre les deux objets comme étant simplement le rayon de la Terre. Et donc on aura ici la relation entre la force de gravitation et puis l'accélération multipliée par la masse due à la gravité. On s'aperçoit que la masse de l'objet intervient ici et là. Donc en fait, on s'aperçoit que la masse de l'objet, c'est pas important, puisque on va pouvoir l'éliminer ici et l'éliminer là. On peut diviser par m ici et diviser par m là. L'équation reste la même. Donc en fait, on s'aperçoit que la force de gravitation est identique, quelle que soit la masse de l'objet. Ouais, puisqu'effectivement, on divise par m des deux côtés. Et ça, je pense que vous le savez déjà, que la force de gravitation est identique quelle que soit la somme la masse de l'objet. Donc du coup, on arrive ici avec simplement l'accélération due à la gravité sur Terre est égale à la constante de gravitation multipliée par la masse de la Terre divisée par le rayon de la Terre au carré. Les valeurs approchées de ces choses-là, elles sont toutes ici, d'accord? C'est du 10 puissance 24 pour la masse de la Terre, du 10 puissance 6 pour le rayon en mètres, donc ça au carré. Et donc du coup, on arrive au final, avec un 10-11 qui est de l'autre côté, on arrive finalement à une valeur qui vaut environ 9,81. Et l'unité de ça, c'est du mètre par seconde carré, puisque c'est une accélération. D'accord? Et donc cette valeur de 9,81, peut-être que vous la connaissez déjà, peut-être que vous l'avez déjà arrondi à 10, ce qui n'est pas forcément génial, mais donc le 9,81, évidemment, il y a plein de virgules après tout ça, hein. Et puis il y a plein de virgules assez différentes, évidemment, lorsqu'on commence à aller à une altitude sur Terre qui n'est pas négligeable, bah, cette valeur-là commence à augmenter un petit peu, donc évidemment la valeur de gravitation diminue un tout petit peu.
Alors, il n'y a pas beaucoup d'expériences qui se font en creusant à l'intérieur de la Terre à plusieurs kilomètres, mais on peut imaginer aussi que ça pourrait un tout petit peu augmenter. Et puis pour le rayon de la Terre, il n'est pas non plus parfait. La Terre n'est pas parfaitement sphérique, donc on peut imaginer aussi que dépendamment de l'endroit où on est sur Terre, cette valeur-là peut être un tout petit peu différente, et donc les virgules là qui vont suivre vont peut-être être un tout petit peu différentes en fonction de l'endroit où on veut estimer nos choses sur Terre. Mais de manière générale, de toute façon, dans la plupart des moteurs physiques, en tout cas des jeux, ça c'est sûr et certain, on va jamais aller à plus de les deux décimales qu'on voit ici, donc du coup il n'y a pas de problème pour n'importe quel objet sur la surface de la Terre, ou même à quelques mètres ou kilomètres au-dessus ou en dessous de la surface, on restera à 9,80. Donc du coup, voilà, on a notre valeur, notre accélération due à la gravité sur Terre. Et donc ça, ce sera quelque chose qui devra être tenu en compte lorsqu'on va animer nos objets. C'est ce qu'on appelle le poids, communément, du coup. Donc c'est l'autre nom pour la force gravitationnelle sur Terre, des objets sur Terre. Et donc le poids, donc la force, hein, d'accord, il y a bien une différence, la différence entre poids, masse, et puis notre accélération due à la gravité, et puis la force gravitationnelle, tout ça c'est des choses différentes. Donc la masse, c'est la valeur en kilogrammes de notre objet. Le poids, c'est la force qui est due à la force à la gravitation de cet objet-là. Donc c'est ce qu'on a ici, le poids, qu'on note en général W, ce sera la masse de l'objet multipliée par l'accélération due à la gravité, qu'on vient de voir, c'est le 9,81, d'accord. Et donc d'ailleurs cette constante à 9,81, on l'appelle souvent petit g, on la note souvent petit g, et elle est appelée constante de gravitation sur Terre, d'accord. Et donc du coup ça c'est le poids, d'accord. Au passage, on peut maintenant déjà s'apercevoir de quelle est l'unité standard pour une force, puisque on sait que la masse, c'est en kilogrammes, et que ici le g, l'accélération, c'est en mètres par seconde carré. Bah, du coup, une force, c'est du kilogramme par multiplié par des mètres divisé par des secondes carrées. D'accord. Et en fait, cette unité-là, donc kilo multiplié par mètre divisé par du temps en secondes au carré, on lui a donné comme notation grand N pour Newton. Donc là, on voit vraiment que notre ami Isaac Newton a vraiment été la pierre angulaire de tous les travaux sur la physique, puisqu'on lui a même donné son nom à l'unité standard pour la force. Donc du coup, on lui doit vraiment beaucoup. Voilà, donc ça c'est le poids, l'une des forces typiques qu'on a envie de simuler. D'autres forces qu'on peut trouver assez facilement, donc à la fois dans la nature et évidemment aussi donc, du coup, dans les simulateurs, c'est ce qu'on appelle la force normale. Donc c'est une force qui réagit à un contact entre deux objets. Donc on a le petit plan incliné ici, ça va peut-être vous faire des petits rappels de choses que vous avez vues en physique. Un plan incliné ici avec un objet posé dessus. On a le poids qui agit évidemment vers le bas, vers le centre de la Terre. Hein, toujours le UAB ici, c'est évidemment c'est la droite entre le centre de l'objet et le centre de la Terre. Donc, en gros, en général, dans la plupart des schémas qu'on fait, ça va vers le bas. Donc du coup, ici, c'est notre poids. Évidemment, l'objet, on sait que l'objet ne traverse pas l'objet et puis ne va pas aller ne va pas se rapprocher plus que ça du centre de la Terre, parce qu'en fait ce qui existe, hein, c'est effectivement une force qui va s'opposer à ce poids-là, et l'une des forces qui s'oppose à ce poids-là, c'est la force normale. Donc c'est la force qui va exister, et qui va dire que ici il y a un contact entre la surface de l'objet là et la surface du plan incliné, à cet endroit-là. Et donc il existe un contact qui va exister, ça s'appelle la force normale, qui fait que l'objet va être repoussé dans la direction qui est normale, orthogonale au plan ici incliné. Donc dans cette direction-là, on voit la flèche qui est ici. Et puis on en a une deuxième de force, qui est la force de friction, qui est ici par contre tangentielle au plan incliné. Et c'est la somme de ces deux forces-là qui vont typiquement faire que notre objet ne bouge pas. Ça dépend de l'inclinaison évidemment et puis des forces de friction. Mais on peut imaginer évidemment que l'objet ici va rester sur notre plan incliné. Il restera
exactement à la même position si la somme de la force normale et la force de friction vaut exactement le poids. D'accord? Donc du coup ici, la force normale donc, est dans une direction qui est normale au plan. La force de friction, elle est tangentielle. On distingue deux types de forces de friction. Les forces de friction statiques et dynamiques. Donc la force de friction statique va empêcher le corps de se mettre au mouvement. Donc en gros, si en ce moment il ne bouge pas, ce sont les forces qui l'empêchent de se mettre en mouvement. Et les forces de friction dynamiques qui, elles, agissent lorsque l'objet est en mouvement. Et qui évidemment a pour but le ralenti et donc produit de la friction sur le corps sur lequel il est en contact. Et tout simplement, les valeurs de les normes hein, de ces deux forces de friction, c'est tout simplement la valeur de la force normale multipliée par un certain coefficient, coefficient de friction, donc coefficient de friction statique ici et coefficient de friction dynamique ici, et qui permet de faire ralentir l'objet ou l'empêcher de se déplacer. On distingue également d'autres forces qui peuvent être considérées de friction, dans le sens où elles ont pour but de ralentir le mouvement de l'objet. Ce sont les forces de résistance dans un fluide. Attention, par exemple, l'air est un fluide, c'est un fluide qui est juste très peu dense. Et à chaque fois qu'un objet se déplace dans un fluide, il est en contact avec ce fluide et il est ralenti par ce fluide. Donc la force de résistance, je ne vous ai pas écrit les formules ici parce qu'elles sont un tout petit peu... ouais, elles prennent pas, elles s'écrivent en une ligne hein, quand même, hein, mais j'avais pas trop la place de l'écrire. Donc ce dont elles dépendent, c'est la vitesse relative entre l'objet et le fluide, parce que par contre le fluide lui-même peut être en mouvement, d'accord? L'air, on peut être dans un courant d'air, ou si c'est dans du liquide, on peut être dans un courant d'eau, par exemple. Donc du coup, ça dépend de la vitesse relative entre l'objet et le fluide, et pas juste la vitesse de l'objet. Ça dépend également de la densité du fluide. Donc évidemment, il va y avoir une beaucoup plus grande résistance dans de l'eau que dans de l'air. D'accord? Ça va également dépendre de la forme de l'objet, en gros l'aérodynamisme de l'objet, et également de l'air qui est donc l'air AIRE qui est en contact entre l'objet qui se déplace et le fluide. Donc c'est l'air d'exposition de l'objet. Donc ça fait penser à de l'aérodynamisme, mais l'aérodynamisme c'est vraiment la forme de l'objet, et l'air c'est vraiment la quantité de surface qui est en contact entre les deux. Et donc on est capable de décrire des forces de résistance de fluide ainsi. Autre force assez couramment utilisée, en particulier lorsque évidemment on a du fluide, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, donc la buoyancy en anglais, donc d'où le petit b ici pour la force. Donc c'est une force qui apparaît lorsqu'un objet est immergé dans un fluide, et ça vient des forces de pression du fluide sur l'objet qui font qu'ils peuvent le faire flotter, cet objet-là. Donc la force de cette poussée d'Archimède va dépendre encore une fois de la densité du fluide, ça va dépendre de la force de gravité, et ça va aussi dépendre de la quantité, donc du volume, ou de l'air si on travaille en 2D, en 3D du volume de notre objet qui est immergé. Et donc plus le volume sera grand, plus la force de la poussée d'Archimède sera grande aussi. Je fais mention de deux autres forces puisqu'on en reparlera plus tard dans une autre partie de CM. Ce sont des forces un peu plus mécaniques, donc un peu plus artificielles. Ce sont des forces ressorts et des forces amortisseurs. Donc les forces ressorts FS, donc vraiment, il faut vraiment imaginer un vrai ressort, hein. Et pareil pour un amortisseur, un vrai amortisseur mécanique. Donc les forces ressorts, ce sont des forces qui vont connecter plusieurs objets entre eux, et dont le but va être de les maintenir à une distance donnée, fixe, qu'on appelle la distance au repos, L0. Et donc c'est la distance relative L entre ces deux objets, enfin c'est plusieurs objets, en général c'est 2 par 2 quand même. Donc la distance relative entre ces deux objets et la distance au repos qui vont déterminer la force de ressort. La force de ressort, c'est très très simple, c'est juste égal à la différence entre la longueur actuelle entre les objets, moins la différence qu'on veut avoir, d'accord, sur laquelle on veut aller, et on multiplie. Donc ça fait en gros, ça nous donne une erreur sur la distance, sur la longueur, et on va multiplier cette erreur par un scalaire, grand A ici, qu'on appelle la raideur du ressort. Donc ça veut dire que
à une distance des deux objets constante, une erreur de distance constante, plus la raideur est grande, plus on va produire une force grande. Donc en gros, la raideur, ça nous donne la quantité de force qu'il va falloir donner lorsqu'on va produire de l'erreur. Plus la raideur est grande, plus on va tout de suite, en gros, corriger de manière forte l'erreur qu'on a. Ok. Évidemment, ici, c'est signé. C'est-à-dire que si les deux objets sont trop proches, on va les éloigner, et si les deux objets sont trop loin, on va les rapprocher. D'accord. Et les forces amortisseurs fonctionnent à peu près pareil, mais au lieu de travailler sur la différence des distances, on va travailler sur la différence des vitesses entre les deux objets. Donc du coup, on essaye de maintenir les objets à une vitesse identique. Donc là, il n'y a pas de V0, on ne regarde pas la vitesse d'un objet par rapport à une donnée qu'on voudrait suivre. On regarde la vitesse des deux objets qui sont debout de l'amortisseur, et on essaye de faire en sorte que ces deux objets-là se déplacent avec la même vitesse. Et donc encore une fois, s'il existe une erreur, donc une valeur qui ne vaut pas 0 entre la différence entre VA et VB, on le multiplie par aussi un coefficient pour un petit peu être capable de manipuler ces choses-là un peu plus finement et d'avoir différents effets, qu'on appelle coefficient d'amortissement, cette valeur ici. Et bah du coup, on va être capable de calculer notre force comme étant juste la multiplication de ce coefficient avec la différence entre les deux vitesses. Donc évidemment, si la différence entre les deux vitesses est nulle, ça vaut 0, quelle que soit la valeur du coefficient d'amortissement, ça vaudra 0 et la force sera nulle. Donc si les deux objets sont à la même vitesse, on n'applique pas de force d'amortissement. Par contre, dès que les deux objets ne vont pas à la même vitesse, il va falloir produire une force pour faire en sorte qu'ils se déplacent à la même vitesse. Et c'est tout simplement avec cette formule-là qu'on fait ça. Donc il y a évidemment une force qui sera opposée, donc ça c'est la force qui est appliquée sur A, le VA moins VB. Il y a évidemment une force égale et opposée qui sera donc égale en magnitude et opposée en direction, qui sera appliquée sur B à ce moment-là. Petit détail d'ailleurs, ici cette formule-là, elle est finalement très très proche de la force de résistance dont on vient de parler juste avant, la force de résistance d'un déplacement dans un fluide. Lorsque la vitesse relative entre les deux objets, enfin l'objet et le fluide, est assez basse, donc lorsque la différence est basse, finalement on revient exactement à faire ça. Donc finalement, la force de résistance d'un fluide à bas de vitesse est une force d'amortissement. Donc ça, ce sont les différentes forces qu'on peut trouver dans la réalité, mais donc aussi la manière dont on peut les implémenter dans un moteur physique, pour faire de la simulation physique. Je fais une petite aparté ici assez rapide sur l'équivalent des forces. Donc les forces vont nous permettre de nous faire déplacer. Donc vous voyez, hein, il y a une relation directe entre les forces et l'accélération, parce que le F égale ma. Donc il y a une relation directe entre les forces et les accélérations. Et donc du coup, quand on connaît la force et qu'on connaît la masse, on va être capable de calculer l'accélération, et donc on va être capable de calculer la vitesse, et donc du coup les positions. Ça marche pour évidemment calculer les positions finales. Mais dans notre monde 2D ou 3D, il n'y a pas que la position des objets qui nous intéressent, il y a aussi leur orientation de ces objets-là. D'accord? Les angles qu'ils prennent. Donc du coup, il y a un équivalent aux forces pour être capable de faire tourner nos objets. Et donc on appelle ça les moments. Donc évidemment, le but, hein, c'est que les objets dans notre environnement 2D ou 3D ne font pas que se déplacer en ligne droite, ou en tout cas en segment de ligne droite. Ils vont également tourner sur eux-mêmes, et on va pouvoir aussi appliquer des forces qui vont être capables de les faire tourner. Donc pour faire tourner un objet sur lui-même, on peut très bien lui appliquer une force, encore une fois. Donc ici, si on imagine un objet ici, autour duquel il peut tourner autour de ce point central-là, on peut très bien faire tourner l'objet comme ça, dans le sens anti-horaire, en appliquant une force ici. D'accord? Et donc ça va bien, puisque il y aura une contrainte ici de position, ça va bien faire tourner l'objet sur lui-même comme ça. D'accord? Eh bien, le moment que cette force-là produit sera égal à la valeur de la force, en produit vectoriel, avec le vecteur qui va du centre de rotation vers le point d'application de la force. Donc on prend ce vecteur-là, on en fait le produit vectoriel avec la force, et bien ça nous donne le moment qui est produit par cette force-là.
Donc du coup, on peut soit utiliser ce principe-là d'appliquer une force pour pouvoir faire tourner les objets, soit du coup, on peut directement appliquer des moments. Donc appliquer des moments pour faire tourner nos objets. Donc pour appliquer des moments, on peut appliquer des moments, et puis le moment sera égal à l'inertie de l'objet, qui est une matrice, multipliée par l'accélération angulaire de notre objet. Donc en gros, tout à l'heure, comme on avait le F égale ma, maintenant on a notre taux, qui est notre force, notre moment, égale l'inertie multipliée par l'accélération angulaire de notre objet. Donc en fait, la deuxième loi de Newton a un équivalent en rotation. Et donc l'équivalent de la masse et l'inertie. L'inertie, c'est juste comment la masse est répartie dans l'espace de l'objet, dans le volume de l'objet. Donc l'accélération angulaire, c'est tout simplement, c'est comme l'accélération linéaire, mais c'est juste que c'est en fonctionnant avec des angles autour d'axes. Et puis notre moment, du coup, va être un moment qui est aussi du coup un vecteur qui va nous indiquer la direction autour de laquelle il faut faire tourner notre objet. Donc le moment, puisque c'est un R produit vectoriel avec un M, ce sera un newton qui sera multiplié par des mètres. D'accord? C'est une force par des mètres. Et donc ça, c'est l'unité pour les moments. Et la direction dans laquelle le moment est appliqué, c'est la direction qui est du coup perpendiculaire à la fois à R et à F, c'est-à-dire, on ne peut pas l'afficher ici, mais du coup c'est la direction qui est perpendiculaire à l'écran. D'accord? Et donc du coup, le moment va causer une accélération angulaire, là où on avait nos forces qui allaient causer des accélérations linéaires. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que ça aussi, quand même, ça existe. Ok, donc on a maintenant vu qu'on va être capable de produire du mouvement avec des forces, puisque on a la relation entre la force et l'accélération, à travers la masse, et puis on connaît, grâce à la cinématique, la relation entre accélération, vitesse et position. Donc du coup, on va essayer de regarder maintenant comment est-ce qu'on fait vraiment ça, comment est-ce qu'on enchaîne vraiment ces choses-là, pour être capable de faire notre simulateur, c'est-à-dire de calculer la position de tous nos objets à partir des forces. Donc on se rappelle la relation force égale masse fois accélération. Si on suppose que la masse est constante au cours du temps, ce qui est en général dans 99% des cas une approximation, en tout cas une supposition qui est tout à fait valide, que la masse de l'objet ne change pas au cours du temps, dans la plupart des applications, on peut faire cette supposition-là. Et si on ne le fait pas, de toute façon, bah, c'est pas grave, on changera la masse au cours de l'objet au cours du temps, c'est pas très grave. Mais là, dans la suite, du coup, on va juste écrire m et pas m de t. On va dire que m est une constante et ne dépend pas du temps. Donc du coup, on a que notre force là, qui va dépendre de la position et du temps, va être dépendante de la masse, mais qui elle, est constante, et surtout de l'accélération, qui va dépendre de la position de l'objet et du temps. On sait que, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, hein, que la dérivée de la vitesse, c'est l'accélération, et que celle de la position, c'est la vitesse. Donc en gros, les différences de vitesse, c'est ce qu'on appelle l'accélération, et les différences de position, c'est ce qu'on appelle vitesse. Donc on a vu du coup finalement que la force va directement être liée à notre position, en nous disant que la force à une position P et un temps T peut être donnée par la masse de l'objet multipliée par la dérivée seconde de la position au temps T. Cette chose-là, cette équation, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle, puisqu'on a la valeur ici de f qui va dépendre d'une dérivée, seconde en l'occurrence, d'une fonction de t. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équation différentielle. C'est une branche des mathématiques qui est très bien étudiée, très connue. Sans doute que vous avez déjà entendu le nom. Par contre, qui peut être assez pénible ou difficile à résoudre lorsqu'on veut faire des applications en temps réel. Donc du coup, on va être obligé d'utiliser des petites astuces, entre guillemets, mais des astuces mathématiques qui sont valides, mais qui sont des approximations. Et pour ça, on va se baser sur une propriété mathématique des fonctions, on va appeler ça comme ça, qui s'appelle le développement en série de Taylor, que vous avez peut-être déjà aussi eu l'occasion de rencontrer, qui est valable pour n'importe quelle fonction. D'accord? Alors, il y a quelques restrictions, mais ici, en tout cas, ça marche pour notre fonction P, V ou A.
Donc ici, on va l'appeler sur la fonction qu'on va appliquer sur notre fonction P, donc la fonction position, qu'on applique au temps, donc à la variable t plus delta t. Et en fait, le développement Taylor nous dit que une fonction d'une variable plus un delta de cette variable-là, donc ici notre fonction c'est P et notre variable c'est t, est égal à, mais vraiment égal, c'est pas une approximation, c'est un vrai égal, mais un égal avec une infinité de choses. Donc, bon. À la position PDT, donc la valeur de la fonction A à la variable t, donc ici notre position au pas de temps précédent t, plus le delta t multiplié par la dérivée première de p à t, ça c'est ce qu'on a déjà vu en fait, mais en fait plus des choses. Donc en fait pour approximer l'intégrale, on peut l'approximer avec une somme infinie de termes, et chacun de ces termes-là vaut en fait le delta t donc au carré, ensuite cube, etc., puissance n, avec une valeur de n aussi grande qu'on veut. Et plus n est grand, et plus on aura une précision de notre estimation de notre intégrale. Et puis lorsque n vaut l'infini, ça vaut l'intégrale, divisé par la factorielle de n, donc ici c'est du 2, et avec à chaque fois la dérivée supplémentaire d'ordre supérieur de notre fonction appliquée à notre variable t ici. D'accord? Donc on a en fait ici le p de t qui vaut la somme infinie de tous ces termes-là. Évidemment, nous on va être dans un système informatique, on n'aime pas trop les infinis dans les programmes. On va pas essayer de s'amuser à faire des sommes infinies de termes dans une formule mathématique. Donc en fait, nous on va... Et alors par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on va loin dans les termes de la somme, plus l'influence de ce terme-là est négligeable par rapport au précédent. Donc en gros ici, le P de t est le plus important, le second plus important dans la somme c'est celui-ci, le troisième plus important c'est celui-ci, etc., etc., etc. Donc en fait, plus on fait de choses, plus on est précis, mais moins on apporte à la précision. Donc du coup, ça veut dire que en toute première précision, on pourrait imaginer qu'on va approximer que P de t plus delta t vaut P de t. Alors c'est pas super intéressant pour nos simulations parce que ça veut dire que notre objet ne va pas bouger. Parce que ça veut dire que P de t sera la valeur initiale au début, et quels que soient les delta t qu'on applique, on ne changera pas l'objet de position, et donc du coup, la toute première approximation est vraiment pas intéressante. Par contre, la deuxième approximation, qui va utiliser le fait qu'on va utiliser le delta t, un delta t constant, enfin une vitesse constante pendant ce delta t là, qui va prendre la dérivée de p, là ça va nous faire bouger notre objet, parce qu'on va appliquer vraiment le fait qu'on fasse une somme avec quelque chose va nous faire déplacer notre objet. Et donc du coup, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Si on prend les premières dérivées, donc là on prend la toute première dérivée, donc celle de la vitesse, et on pourrait imaginer prendre la deuxième dérivée, qui est prendre l'accélération, puisque l'accélération on l'a. Par contre, dans notre système basé physique, on n'a pas vraiment de choses qui sont liées à la dérivée troisième de la position, alors qui en l'occurrence s'appelle le jerk, qui est la dérivée de l'accélération. On n'a pas vraiment d'entités physiques qui font ça, parce qu'on a des forces et on a une relation directe entre force et accélération. On n'a pas de choses directes de manipulation qui va nous permettre de manipuler la dérivée de l'accélération. Donc du coup, de manière assez naturelle, dans ces systèmes-là, on va s'arrêter là. On va prendre au maximum ces trois termes-là. Donc la position précédente, mais la vitesse et éventuellement l'accélération. D'accord? Parce que ça, on les a de manière assez native, assez directe dans notre simulateur. Donc, c'est ce qu'on fait ici. Hein. On va faire ces approximations. Et on sait que si le delta t est petit, et plus il est petit d'ailleurs, on va pouvoir le faire. Et on va pouvoir éliminer les termes d'ordre supérieur. D'accord? Et donc, on peut très bien décider de prendre que les deux premiers. Et plus, encore une fois, plus delta t est petit, plus on a le droit de le faire, plus notre approximation sera correcte. Et donc on va approximer notre P à t plus à t par étant la position précédente plus le temps qui s'est écoulé multiplié par la dérivée première de notre position, c'est-à-dire la vitesse. Et donc du coup, on va être capable d'avoir nos deux formules un peu finales, qui vont nous dire qu'on va être capable de calculer la vitesse à l'instant courant, donc t plus delta t, à partir de la vitesse précédente, plus le temps qui s'est écoulé depuis ce temps-là, multiplié par l'accélération à ce temps-là, et l'accélération à ce temps-là, on le connaît, puisqu'on connaîtra les forces qui ont été appliquées à ce temps-là t, et on le divisera par m, ça nous donnera l'accélération, et ça nous donnera du coup la vitesse à t plus delta t.
Et de la même manière, on va pouvoir calculer notre nouvelle position de notre objet, at plus zat, à partir de la position précédente, plus zat multiplié par la vitesse de l'objet au pas de temps précédent. Voilà, et donc du coup, on a un schéma qui est un petit peu assez simple, où on est capable de calculer à la fois les vitesses et les positions à chaque pas de temps, à partir uniquement donc, des positions initiales des choses, et des forces et puis des masses. Et donc c'est exactement ce qu'on veut ici dans notre système. Donc cette manière de mettre à jour, là, avec les deux formules qui sont répétées ici, on appelle ça la méthode de l'air. Alors la méthode de l'air explicite, on verra tout à l'heure parce qu'il en existe d'autres. Schématiquement, comment ça se représente? On a notre objet c'est la petite sphère bleue ici. Hein. On a notre objet à la position t et on veut connaître notre objet à la position t plus zat qui au final doit être là. Ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer la vitesse de l'objet à cet instant t plus zat comme étant la vitesse de l'objet précédente, donc c'est ici la flèche grise pointillée, plus le delta t multiplié par l'accélération qui a été produite. Donc ici, la vitesse maintenant à t plus zat, c'est la vitesse précédente, qui est ici la flèche pointillée là, qui a été reportée comme étant la flèche ici, qui est la même chose, hein, donc le v de t, plus le delta t multiplié par l'accélération à t, qui on imagine ici représentée par la petite flèche bleue vers le bas. On peut imaginer que c'est genre uniquement la force de gravitation ici, le A, qui va nous faire descendre notre objet. Et donc du coup, on somme le v de t et le a de t qui a été multiplié par le delta t, on imagine que ça a été fait là, et ça va nous donner cette flèche grise là. D'accord? Donc ça nous donne la vitesse au pas de temps courant t plus delta t. Et la position à ce temps-là, donc t plus delta t, ce sera la position précédente, donc la position de l'objet ici, plus le delta t qui sera multiplié par le vt. Donc on a le vt ici, on le multiplie par le delta t, et puis on imagine que du coup forcément c'est dans la même direction que le vt là, et donc du coup on imagine que la position à t plus zat, on arrive ici. D'accord? Donc ça c'est ce qu'on appelle le schéma ou la méthode de l'air pour mettre à jour les vitesses et les positions. Donc, en supposant que la vitesse est constante pendant cette petite durée de temps de dt, hein, pour rappel, quelques millisecondes en général, on calcule donc du coup l'accélération de l'objet à partir des forces nettes qui sont appliquées sur cet objet-là. Donc les forces nettes, ce sera le f de t, l'accélération, ce sera les forces divisées par la masse. On suppose que la masse est constante dans le temps ici. On calcule la vitesse à partir de cette accélération-là, et on calcule la position à partir de la vitesse. C'est très très simple. Et du coup, plus le delta t est petit, plus l'approximation de ce premier ordre-là, avec uniquement la dérivée première de notre fonction, se rapproche de notre idéal, qui est l'estimation de notre intégrale ici, entre 0 et t de notre vitesse. Pour être capable d'avoir la meilleure approximation possible, du coup, on peut se dire assez facilement d'avoir un delta t le plus petit possible. D'accord ? Donc ça veut dire que, en pratique, la vitesse d'exécution de la boucle de la simulation est en général suffisant, même avec du rendu. Alors il ne faut pas que le rendu soit trop compliqué, il ne faut pas que les choses à afficher à l'écran soient trop compliquées à calculer. Mais en général, c'est la vitesse typique qu'on a dans des applications type jeu, enfin en tout cas des simulations physiques temps réel, sont suffisantes pour avoir une approximation correcte et être capable de faire une bonne estimation des vitesses et des positions dans le temps. Parfois quand même, donc si les FPS chutent un peu parce qu'il y a plein d'objets ou parce qu'il y a beaucoup de choses à afficher ou parce qu'il y a des lags pour différentes raisons, on peut avoir besoin, le delta t peut devenir trop grand pour avoir une bonne approximation des dérivés, de supposer que les accélérations et les vitesses sont constantes pendant le delta t, ça peut ne plus être le cas. Mais par contre, ce qu'on peut faire, du coup, c'est de manière un peu manuelle, d'avoir besoin de faire du coup davantage pas d'intégration numérique. Donc ce qu'on vient de voir, hein, c'est l'intégration numérique, donc mettre à jour les positions et les vitesses en fonction des forces et des forces, tu vois, on n'a que ça. Donc ça c'est l'intégration numérique. Donc on peut avoir besoin de faire plusieurs fois cette étape-là par pas de simulation, donc par itération de notre jeu.
Donc on peut, dans une seule itération de jeu, avoir plusieurs pas d'intégration numérique à faire pour être capable de s'assurer que le delta t n'est jamais trop grand. D'accord? Donc ça, c'est implémenté assez souvent dans beaucoup de simulateurs. Donc on a nous supposé que la dérivée donc à un instant nous donne une bonne estimation de la dérivée sur l'entièreté de l'intervalle du delta t. D'accord? C'est ce qu'on supposait dans notre approximation. Si là c'est pas le cas, donc soit parce que le delta t est pas suffisamment petit, mais peut-être que c'est juste pas le cas, parce qu'il y a un très grand changement des delta t pendant cet instant-là, voire même des changements complets de direction de la vitesse. Alors à ce moment-là, l'approximation peut faire dévier les vitesses et les positions et complètement faire diverger le système numérique. Et donc vraiment avoir une simulation qui échoue, dans le sens où il y a vraiment une vraie divergence numérique. C'est ce qui est un petit peu illustré ici. Imaginons qu'on veuille avoir un système physique où on a un objet qui est en gravitation autour d'une masse ici, et donc en gros on veut qu'on ait un cercle parfait, donc un mouvement qui suit un cercle parfait ici, autour de ce centre-là. Donc la position de notre objet au début est à P0, donc sur le cercle, donc c'est très bien, c'est là où on veut. La méthode d'intégration nous dit que pour calculer la position suivante, à l'itération suivante, donc la P1, qu'on prenne la vitesse instantanée à cet instant-là, l'instant qui est ici. La vitesse instantanée, elle est tangente à notre cercle. La vitesse instantanée, c'est la tangente au cercle. Donc ça veut dire qu'on va faire déplacer la position P le long de cette tangente-là, et pendant un temps delta t. Donc plus le temps delta t est grand, plus on va aller loin le long de cette flèche-là. Mais dans tous les cas, quelle que soit la valeur de delta t, on va s'avancer sur cette flèche-là. Et donc on va du coup s'éloigner de notre trajectoire parfaite, qui est notre cercle noir ici. Et donc après un certain temps delta t, quel que soit delta t, évidemment plus il est petit, moins on aura d'erreurs, mais on aura quand même une erreur, on va avoir après un certain temps delta t une position P1 qui va nous dire que finalement l'objet il ne tourne plus autour de ce cercle noir plein ici, mais là il est à une certaine position, une certaine distance de ce centre-là, qui nous dit qu'en fait maintenant il est en train de tourner autour de ce cercle pointillé là. Et on va encore faire un autre pas de temps, et du coup la vitesse instantanée elle est ici dans la direction encore une fois tangentielle, donc perpendiculaire au cercle, donc dans la direction de la flèche bleue, et après un certain temps delta t, quel que soit delta t, on va évidemment s'éloigner de ce cercle là. Et donc toutes ces erreurs là vont en fait s'accumuler dans le temps. Et donc après 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 itérations, on va s'éloigner de plus en plus de notre trajectoire parfaite. Et on va avoir du coup un genre de spirale, hein, vous voyez bien une spirale qui va s'éloigner de notre centre, autour duquel on voulait à l'origine tourner à une distance constante. Et on aura du coup comme ça un système qui va complètement diverger et qui va nous faire éloigner notre objet de notre trajectoire initiale. Et donc ça évidemment c'est le genre de choses qu'on ne veut pas avoir dans notre système. Du coup, pour éviter ce genre d'accumulation d'erreurs, il existe d'autres schémas d'intégration numérique, autres que faire ces formules exactes de mise à jour de V et de T. Il y en a d'autres, on va en citer quelques-unes, mais on ne va pas rentrer dans le détail, parce que vous verrez dans le cours de M2, qui est la suite de celui-ci, un peu plus là-dessus. On a ce qu'on appelle par exemple la méthode du point médian, qui va calculer la dérivée au milieu de l'intervalle. Donc on prend, au lieu de regarder à t et t plus delta t, on va regarder à t plus delta t sur 2. Et en fait, on s'aperçoit qu'en faisant ce genre d'approximation-là, on va être capable de dire que la vitesse ou l'accélération qui était supposée constante pendant le delta t, elle est plus supposée évoluant comme une ligne, de manière linéaire, mais le long d'une parabole. Et ça nous permet d'améliorer un tout petit peu les convergences, mais uniquement si le delta t est strictement inférieur à 1, ce qui est en général 1 c'est une seconde, donc ce qui est en général le cas. Il existe aussi une méthode d'Euler qui s'appelle méthode d'Euler améliorée, qui va prendre, au lieu de prendre directement la vitesse et la position à t plus delta t, ça va juste faire la moyenne entre celle à t et celle à t plus delta t. Donc ça permet de réduire un petit peu les accumulations d'erreurs qui se présentent. Et il y a d'autres méthodes qui vont faire intervenir des ordres supérieurs, des dérivés, donc on a vu tout à l'heure, qu'on ne prenait que la première dérivée, donc que le P',
pour faire nos schémas d'intégration. Et bien là, dans les deux qui suivent, le Rushkuta et le Verlet, on va aller plus loin. Donc dans le Verlet, on va rajouter un ordre supérieur, donc on va utiliser la dérivée seconde de la position, c'est-à-dire l'accélération. Donc ça veut dire du coup on va même pas du coup avoir besoin d'estimer les vitesses, parce qu'on aura directement une relation entre l'accélération et les positions, si on utilise l'ordre supérieur. Et donc du coup on n'a plus besoin de manière intermédiaire de calculer les vitesses, donc du coup ça veut dire qu'on a une erreur d'approximation sur les vitesses en moins de fait. Et ça nous permet d'avoir un système beaucoup plus stable. Par contre, c'est un peu plus dur du coup d'avoir des forces qui sont calculables à partir des vitesses, parce que les vitesses c'est quand même intéressant d'avoir la donnée des vitesses des objets. Par exemple, on a vu tout à l'heure que les forces de friction dans l'air ou un fluide de manière générale, c'était dépendant de la vitesse relative entre l'objet et le fluide. Bah, si on n'a pas les vitesses de ces choses-là, on ne va pas être capable de calculer les forces. Donc souvent, il y a quand même besoin d'avoir l'information des vitesses. Donc ce schéma-là est intéressant pour calculer et pour ne pas avoir la perte l'approximation qui est faite sur les vitesses. Par contre, du coup, il faut quand même en général avoir toujours les vitesses dans notre simulateur puisque c'est utile pour d'autres choses. Et puis la méthode de Rushkuta qui en général, parce qu'il y a plusieurs versions, va utiliser l'ordre 4, donc beaucoup plus loin dans la série de Taylor. Et en fait, on va calculer du coup la dérivée des positions et des vitesses à 4 points différents. Et on va faire une moyenne pondérée de ces dérivées, de ces estimations de vitesse, pour avoir une meilleure stabilité, une meilleure approximation de ces dérivés-là. D'accord? Donc je ne rentre pas dans le détail, mais du coup, ce sont des méthodes qui permettent d'améliorer les choses. Donc tout ça, tous ces schémas-là, utilisaient toujours le principe qu'on allait calculer la position et les vitesses à partir des positions et des vitesses précédentes. Donc, pas de temps précédentes, donc on calcule les t plus zeta t à partir des t. Mais c'est pas la seule, on appelle ça des schémas explicites. Et en fait, c'est pas la seule façon de faire. Il y a une autre façon de faire qui est d'utiliser ce qu'on appelle des schémas implicites et qui vont en fait utiliser des quantités qui ont déjà été calculées pour le pas de temps qu'on est en train de faire. D'accord? Donc en fait, ici par exemple, on va calculer la position à t plus zeta t à partir de la position précédente. Ça, de toute façon, on n'a pas le choix. Mais par contre, ici, au lieu d'utiliser la vitesse au pas de temps précédent, on va utiliser la vitesse au pas de temps courant sur lequel on est. Donc cette forme-là, et faire la même chose pour les positions, hein, pour les vitesses, pardon, avec les accélérations qui sont calculées à t plus zeta t. On appelle ça le schéma de l'air inversé, parce que du coup on utilise les approximations inverses. Donc le but ici en gros de ce schéma-là, c'est par exemple pour les positions, mais c'est la même chose pour les vitesses, de trouver la position P plus zeta t pour laquelle on va arriver sur la position P si jamais on exécutait la simulation à l'envers. Donc si on partait de la position P plus zeta t et qu'on devait arriver à P, bah on utiliserait la vitesse V à T plus zeta t. Donc en gros, c'est capable de faire la simulation dans l'autre sens, en gros. Donc ces schémas-là ne vont pas forcément garantir une meilleure précision, donc c'est une meilleure approximation en gros de l'intégrale que les méthodes explicites. Par contre, elles vont garantir qu'il n'y aura pas d'énergie ajoutée au système. Donc en gros, par rapport à notre schéma tout à l'heure d'objets qui doivent suivre une trajectoire circulaire autour d'un point, et ben en fait, au lieu de s'éloigner vers le haut et d'avoir une spirale divergente, ces schémas-là vont créer une spirale convergente. Donc on va perdre de l'énergie, donc on va se rapprocher du centre de notre cercle. Mais ça, c'est souvent préférable à choisir entre les deux. C'est souvent préférable d'avoir plutôt une perte d'énergie qu'un gain d'énergie. Parce que souvent dans nos simulations, on veut dans tous les cas simuler de la perte d'énergie à travers typiquement au minimum de la friction dans l'air. Nos objets qui se déplacent dans l'air ou dans du fluide vont être freinés. Donc déjà, il y a cette perte d'énergie assez naturelle qui existe intuitivement dans le monde réel. Donc du coup, ces schémas-là permettent de manière assez naturelle, mais c'est assez difficile à contrôler du coup, que d'avoir une vraie formule pour le faire. Donc du coup, vont entraîner déjà cette perte-là. C'est mieux, donc c'est moins pire que d'avoir un ajout d'énergie dans notre système qui n'est pas voulu, qui correspond du coup pour le coup à rien dans la nature. Donc du coup, les schémas implicites peuvent être un peu préférés par rapport aux explicites. Et il existe quand même, parce qu'il existe encore d'autres versions, et une en particulier qui est très utilisée,
qui est entre les deux. Donc du coup, on l'appelle la semi-implicite. D'ailleurs, on l'appelle plutôt semi-implicite que semi-explicite. Ça permet de récupérer la simplicité de notre méthode de l'air explicite, donc qui fait les mises à jour des positions et vitesses avec les pas de temps précédents, et la stabilité des méthodes implicites qui ne rajoutent pas d'énergie au système. Et donc du coup, comment on fait ça? On bénéficie du fait qu'on a notre intégration à faire deux fois. On l'a à faire pour les vitesses et on l'a aussi à faire pour les positions. Donc du coup, on va faire un des deux en explicite et l'autre en implicite. Et de manière assez naturelle, puisque le implicite pour les positions a besoin des vitesses au pas de temps t plus delta t, on va faire la position en implicite et du coup la vitesse en explicite. Et donc c'est ce qui est fait ici. On va calculer les vitesses v de manière avec le schéma d'Euler explicite, donc avec le a de t ici et pas de t plus delta t, qui va utiliser les forces au pas de temps t et pas t plus delta t. Donc on va utiliser les forces au pas de temps t pour calculer la vitesse au pas de temps t plus delta t, et on va utiliser cette même vitesse au pas de temps t plus delta t pour calculer la position à t plus delta t, et non plus la vitesse au pas de temps précédent. D'accord? Donc on va utiliser la vitesse qu'on a calculée juste au-dessus. Donc cette vitesse t plus delta t, c'est celle qu'on a calculée juste au-dessus. Donc du coup, schématiquement, ça nous donne que un objet a une position t ici. La vitesse à v plus delta t va être estimée avec la force ft, en gros at ici, on n'a pas la force, on va dire qu'on a directement l'accélération. Donc comme on a vu tout à l'heure, on va juste faire la somme de v et de delta t plus at, ça va vous donner cette vitesse estimée ici à t plus delta t, et c'est cette vitesse v de t plus delta t qui est utilisée pour changer la position de t à t plus delta t, et non plus la vitesse v. Donc là, notre point, notre objet, il est ici et non plus là par rapport au schéma explicite. Et ça nous permet d'avoir une bien meilleure stabilité numérique de nos simulations. Parce qu'on ne va pas introduire trop d'énergie, puisqu'on fait un explicite et un implicite, et du coup on aura une bien meilleure stabilité.